Monsieur le secrétaire général, cher Nicolas Roche, bienvenue à l'École Polytechnique. Nous sommes très heureux et honorés de vous accueillir aujourd'hui dans cet amphithéâtre Poincaré. Et je vous remercie vivement d'avoir accepté de prendre de votre temps dans cette période calme et sans trouble pour venir échanger avec nos élèves. Votre présence revêt une importance toute particulière dans cette école. Nos élèves et étudiants se destinent en effet à des responsabilités scientifiques, industrielles, à conduire des politiques publiques et pour certains à rejoindre les forces armées. Ils sont aussi très lucidement des citoyens et pour certains des élèves officiers confrontés à un monde dont les équilibres se transforment à grande vitesse. Et l'enchaînement des événements dans les 10 derniers jours en est une confirmation des plus préoccupantes. La compréhension des enjeux stratégiques de défense et de souveraineté fait donc pleinement partie de la formation que nous souhaitons leur offrir à l'École Polytechnique. Dans ce contexte, nous sommes impatients d'entendre votre lecture de cet environnement stratégique qui a donné lieu en juillet 2025 à la publication d'une actualisation de la Revue nationale stratégique que vous avez conduite. Ce document, qui est le résultat d'un exercice collectif remarquable, hiérarchise les menaces, explicite les priorités de la France et illustre surtout la manière dont une démocratie construit sa stratégie de sécurité et de défense dans le temps long. Vous aviez, pour mener cet exercice avec profondeur, un parcours tout indiqué, que rappellera dans un instant un de nos élèves, nourri par 25 ans de diplomatie sur les négociations les plus délicates, par votre engagement de longue date sur les questions de défense et de dissuasion, et je le crois également par votre formation initiale de médiéviste qui apporte sans aucun doute un recul salutaire sur les troubles de notre temps. Je suis par conséquent certaine que votre intervention offrira à nos élèves des clés de compréhension précieuses et qu'ils auront de nombreuses questions, raison pour laquelle je ne serai pas plus longue. Je vous remercie donc de votre présence et cède la parole à l'élève officier Timothée Le Gallic de la promotion X23 qui va évoquer brièvement les grandes étapes de votre parcours. Merci beaucoup. Général, mon colonel, mesdames, messieurs les officiers, chers camarades, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Nicolas Roche, haut fonctionnaire dont le parcours se situe au cœur des enjeux de défense, de sécurité et de diplomatie française. Ancien élève de l'École nationale d'administration, promotion Nelson Mandela, et archiviste paléographe, diplômé de l'École nationale des Chartes, Monsieur Roche débute sa carrière au ministère des Affaires étrangères, où il travaille sur la politique européenne de sécurité et de défense, puis sur les questions de non-prolifération et de désarmement nucléaire, notamment sur le dossier iranien. Il occupe ensuite plusieurs postes diplomatiques majeurs, notamment à l'ambassade de France aux États-Unis, comme conseiller politico-militaire, puis en tant que premier conseiller en Israël, avant de devenir conseiller diplomatique du ministre de la Défense. Entre 2014 et 2016, il est directeur de la stratégie à la direction des applications militaires du CEA, puis directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. De 2019 à 2022, il est directeur du cabinet de Jean-Yves Le Drian, alors ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. De 2022 à 2025, M. Roche est ambassadeur de France en Iran, avant d'être nommé, en mars 2025, secrétaire général du SGDSN, où il contribue aujourd'hui à la coordination des politiques de défense et de sécurité nationale. Monsieur, merci de nous faire l'honneur de votre présence. Nous sommes très heureux de pouvoir bénéficier de votre expérience et de votre regard sur ces enjeux essentiels. Je vous cède à présent la parole. Chers camarades, je vous prie d'accueillir chaleureusement Monsieur Nicolas Roche. Bonjour à tous. Merci Général de m'avoir fait l'honneur de cette invitation. Merci à vous tous. C'est assez impressionnant pour moi d'être ici. Comme vous l'avez dit, je suis un archiviste paléographe, assez loin de votre cœur d'études et de métier. Et donc il y a beaucoup de choses que j'apprendrai de vous. Ce que je vais faire là dans les 15 minutes avant de passer à un format plus interactif de table ronde,
C'est deux choses. D'abord, quand même, vous dire deux mots de ce qu'est cette structure un peu particulière et un peu bizarre qu'est le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. C'est pas totalement inutile dans votre parcours à venir. Et puis vous dire deux mots de la Revue nationale stratégique, comme vous l'avez dit, Général, de ce qu'elle signifie et surtout de ce qu'elle signifie pour nous tous en termes de programme de travail, de ce qu'on a à faire dans les années qui viennent. Le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, qui s'appelle comme ça d'ailleurs depuis seulement 2009, puisqu'avant il n'avait pas de S, on ne parlait que de défense nationale, pas de défense et de sécurité nationale. C'est en fait une très vieille institution, moins ancienne que l'école polytechnique, mais quand même, puisque, pour faire un tout petit peu d'histoire, c'est une institution qui naît d'un manque, qui devient criant sous la Troisième République, qui est en fait le résultat, c'est l'un des nombreux résultats de la défaite de 1870 et de ce qui s'ensuit en termes de déficit de coordination de ce qui était à l'époque 3 ministères, le ministère des Armées, le ministère des Colonies et le ministère de la Marine, puisque à l'époque on avait 3 ministères qui vivaient parfaitement leur vie indépendante l'un de l'autre dans un environnement institutionnel de la Troisième République que vous connaissez sans doute et qui n'était pas totalement simple. Et donc les présidents du Conseil successifs se sont dit, à partir en fait du tournant du siècle, qu'il y avait un besoin de coordination de tout ce monde institutionnel-là et militaire. Et donc au départ, on a créé une toute petite, pas une structure d'ailleurs, mais une instance, une sorte de conseil de défense avant l'heure, présidé par le président du conseil, et on lui a affublé un secrétariat qui n'était pas du tout un secrétariat permanent à partir de 1906. Et puis après la Première Guerre mondiale, et ce qu'elle a révélé de difficultés quand même dans la coordination de l'ensemble de la manœuvre militaire, il a été décidé dans l'entre-deux-guerres en 1921 de créer pour la première fois une structure qui a pris différents noms, je vous passe les détails archivistiques et historiques de la chose, mais qui a été l'embryon du secrétariat général de ce qu'est aujourd'hui le SGDSN, et qui a donc toujours eu cette fonction essentielle, mais parfois ingrate, et en tout cas un petit peu cachée, de la coordination entre les ministères qui ont en charge la défense nationale. Donc depuis 1921, c'est une structure permanente, c'est au départ un tout petit secrétariat permanent qui a tout de suite été logé dans les bâtiments des Invalides. Dans les années 20 d'ailleurs, le colonel de Gaulle à l'époque a passé 7 ou 8 ans affecté spécifiquement au sein du secrétariat général. C'est d'ailleurs là qu'il a écrit dans un des bureaux qui est sur l'aile des Invalides qui donne sur l'esplanade des Invalides, son premier livre, Le fil de l'épée. Et qu'il a donc construit sa pensée à la fois militaire mais stratégique sur ce dont la France avait besoin pour assurer sa défense. Et puis petit à petit, et en fait jusqu'après la Seconde Guerre mondiale et en fait dans les années 60, il y a toujours eu plusieurs fonctions dans cette machine. Il y a toujours eu une fonction de coordination interministérielle, mais très longtemps, ce qu'on ne sait pas tellement, c'est que c'est une machine qui a eu aussi un rôle de planification de ce qui est en fait aujourd'hui la prérogative de l'état-major des armées. Et on a mis très longtemps, avec plusieurs tentatives, pour ce qui est finalement une décision de bon sens, de séparer ce qui relève de la coordination interministérielle d'une politique publique qui est celle de la défense, puis celle de la défense et de la sécurité nationale, de ce qui relève de la planification et de la conduite des opérations et qui relève pleinement de l'état-major des armées. Ça arrive très tard, ça arrive dans les années 60, et c'est en fait seulement à partir de ce moment-là que la structure qui devient vraiment SGDN à l'époque se stabilise jusqu'en fait au début des années 2000. Qu'est-ce qui se passe au début des années 2000 ? On a en fait une évolution dans laquelle on est encore aujourd'hui, qui est d'abord le rajout du S, c'est-à-dire, si je puis dire, l'extension du périmètre de la lutte. Il y a de plus en plus de sujets qui font l'objet d'une approche interministérielle qui pèse sur la défense et sur la sécurité nationale pris au sens large. Et donc progressivement, les compétences du SGDSN s'élargissent pour en fait aujourd'hui traiter de la totalité de tout sujet qui a quelque chose à voir avec la défense et la sécurité nationale dès lors qu'il y a besoin d'une coordination interministérielle. Ce qui se passe depuis aussi de la même façon le livre blanc en fait de 2008, qui se traduit dans les faits en 2009, en même temps que le S est ajouté au SGDN, se développe progressivement une activité opérationnelle qui est beaucoup moins connue du SGDSN, que les gens connaissent dans l'administration publique aujourd'hui française, essentiellement sous son rôle de coordination interministérielle, mais qui a pris une dimension opérationnelle essentiellement sur les sujets numériques qui relèvent de la sécurité nationale.
Et donc la transformation de ce qui était une direction du SGDN à l'époque en agence, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, qui est donc l'agence française de la cybersécurité de la nation, est aujourd'hui sous mon autorité, rattachée au SGDSN. Et puis, vous avez 3 autres agences qui sont moins connues. La dernière venue et la dernière créée, c'est une agence qui s'appelle Viginum, qui est l'agence qui sert à détecter et à protéger la nation contre les ingérences numériques étrangères, c'est-à-dire contre les manipulations de l'information. Et Dieu sait si c'est un sujet d'actualité. Il y a une 3e agence qui, pour le coup, est très peu connue, mais un élément essentiel de la résilience et de la capacité de l'État à mener ses actions, qui est une sorte de concepteur et d'opérateur des systèmes d'information, mais dans le champ classifié de l'État. Donc tous les systèmes d'information classifiés de l'État sont aujourd'hui conçus, construits, opérés par cette agence qui s'appelle l'OSIC, à l'exception des systèmes classifiés du ministère des Armées. Puis il y a une 4e agence sur laquelle on pourra revenir si vous le souhaitez, qui s'appelle le GIC, qui est en fait l'agence technique qui opère les systèmes d'interception légale au profit des services de renseignement et qui relève évidemment là aussi du renseignement technique. Le point commun de ces 4 services, c'est que ces 4 services qui ont tous comme élément central d'employer essentiellement un public d'ingénieurs et d'informaticiens, et donc certains de vos anciens camarades, dans le champ de la sécurité numérique. Et donc aujourd'hui, le SGDSN, c'est une machine assez grosse, qui est devenue assez grosse, c'est à peu près 1700 agents, à peu près 300 millions d'euros de budget. Donc ce n'est pas une petite machine administrative qui a ces 2 fonctions essentielles qui vont du très stratégique, c'est-à-dire de la préparation et du secrétariat des conseils de défense et de sécurité nationale qui sont présidés par le président de la République. Cette semaine, on en a eu 4. Donc ça veut dire ça veut dire préparer, ça veut dire construire le dossier, animer la machine interministérielle, préparer des options pour la décision de nos autorités politiques et en assurer le suivi dans l'exécution. Donc ça va du très très stratégique. Je vous passe sur tous les détails innombrables de la lutte contre la prolifération NRBC, sur la question du contrôle des exportations, bref, tout sujet interministériel. Et ça va jusqu'au très pratique et au très opérationnel dans le domaine de la cybersécurité, des ingérences numériques étrangères ou de l'opération d'un certain nombre de systèmes d'information classifiés. Donc c'est ça aujourd'hui que fait le SGDSN et qui n'a pas vraiment d'équivalent. La plupart de nos partenaires européens ou transatlantiques ont des structures qui sont plutôt du type NSA, donc National Security Advisor, National Security Council, mais qui ont toujours une fonction un peu politique, de conseiller de l'autorité politique, qui chez nous relève des cabinets du président de la République et du Premier ministre, alors que nous sommes un service de l'État, on est rattaché au Premier ministre, on est un service du Premier ministre, qui, au titre des compétences du Premier ministre dans le domaine de la défense nationale, a une responsabilité particulière. Et donc en fait, j'ai 2 chaînes de commandement, une qui va vers le président de la République sur tout ce qui concerne les conseils de défense et une qui va vers le Premier ministre sur tout ce qui concerne la politique de défense, puisque dans notre pays, au titre de la Constitution, c'est bien le Premier ministre qui est en charge de la conduite de la politique de défense. Ça, c'est ce qu'est le SGDSN. Traditionnellement et historiquement, je ne vais pas non plus vous faire un long historique, mais on a d'une façon ou d'une autre, au cours de notre histoire, toujours joué une forme de rôle dans la réflexion stratégique de très haut niveau, de ce qui est amené à devenir un document stratégique particulier de cadrage des politiques de défense ou des politiques de défense et de sécurité nationale, qui peut prendre pour nom livre blanc ou qui peut prendre pour nom revue stratégique. Le titre importe peu, le contenu est le même, enfin le contenu est le même, il change dans le temps. Et finalement, la revue stratégique, ou plutôt l'actualisation de la revue nationale stratégique, qui, comme vous l'avez dit, Général, a été publiée le 13 juillet 2025, n'est que la énième incarnation de cette capacité, de cette volonté française assez spécifique. Tous les partenaires, notamment européens, n'ont pas cette habitude de vision stratégique, de réflexion stratégique. Le premier livre blanc, c'est 1972. C'est un livre blanc qui, en fait, définit ce qui est fondamentalement la politique de dissuasion nucléaire française. Vous avez un deuxième livre blanc très longtemps après, en 1994, qui tire les conséquences de la chute du mur de Berlin et de la fin de la guerre froide, et qui donc passe à une logique expéditionnaire. C'est encore des choses qui sont très orientées vers les questions de défense. Et puis ensuite, on arrive en 2008-2009 et on a l'extension du périmètre de défense et sécurité nationale, avec déjà le développement d'un très gros volet cybersécurité.
Je fais rapidement la suite. 2013, 2022, 2025, avec l'accélération de l'histoire et des évolutions de l'environnement stratégique, s'accélère le besoin d'adaptation de notre réflexion stratégique, et donc on en arrive à juillet 2025. Juste 2-3 points pour cadrer notre discussion d'ensuite sur ce qu'est une revue stratégique et ce qu'est la revue nationale stratégique. D'abord, la première chose, et c'est le chartiste qui parle, je pense que ce n'est pas faire injure ni à votre capacité de travail, ni à votre intelligence, démontrée de façon multiple par le simple fait que vous êtes présent dans cette salle, que de vous dire que vous devez, ça fait 100 pages, c'est pas très compliqué, c'est écrit en français, à mon avis, à peu près lisible et correct, et donc lisez-la. Donc je vais vous en parler, mais retournez au texte et retournez aux sources, il n'y a rien de mieux que ça. Vous dire 2 choses pour cadrer le débat. La première chose en termes de méthode, c'est donc, parfois j'entends dire le SGDSN ou parfois même le secrétaire général a écrit la revue nationale stratégique. Non. On l'a coordonné, le travail interministériel qui a mis autour de la table, en fait cette fois-ci vraiment pour de vrai, la totalité des ministères. Il n'y a pas un ministère de l'administration française qui n'a pas d'une façon ou d'une autre contribué directement à l'élaboration de la pensée stratégique et du texte même de la revue nationale stratégique. Et donc ça n'est pas resté confiné aux ce qu'on appelle habituellement les ministères régaliens, c'est-à-dire le ministère des Armées, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur et le ministère des Finances. Tout le monde a participé, le ministère de l'Agriculture, le ministère des Transports, le ministère des Affaires sociales. Donc il n'y a pas un ministère qui n'a pas été impliqué là-dedans. Et par ailleurs, on a conduit toute une procédure, ce qui est essentiel dans les débats et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, très détaillée et très approfondie de consultation avec la représentation nationale, avec le Parlement, Assemblée nationale et Sénat. On est allé pour la première fois jusqu'à leur faire lire une version préliminaire et intermédiaire du rapport, de façon à ce qu'ils puissent l'amender. Donc évidemment, à la fin, ça n'engage que le gouvernement et les administrations de l'État, mais on est allé très loin dans la consultation de la représentation nationale et de la même façon avec toute une série d'experts, des think tanks, des ONG, de l'industrie, notamment de la BITD, de la base industrielle et technologique de défense, mais aussi des collectivités territoriales. Il y a un très gros rôle sur les collectivités locales, donc toutes les associations d'élus à qui nous avons de la même façon fait lire le texte et nous les avons impliqués dans la construction de ce texte qui représente in fine tout ce travail de réflexion collective. Les arbitrages finaux ont été évidemment rendus par le président de la République et le Premier ministre, et donc ça engage l'État, mais le processus de consultation a été très vaste, et je vais revenir d'une seconde pourquoi c'est important. Précisément, et c'est mon deuxième point sur la revue stratégique, parce que ce qui différencie cette revue-là des précédentes, c'est précisément le champ. Il y a 3 parties, classiquement, une première partie d'analyse de la menace, une deuxième partie qui définit nos objectifs stratégiques et une troisième partie qui définit les voies et moyens pour les atteindre. Je vous renvoie au texte lui-même, on parlera, je pense, de l'évaluation de l'environnement international. Donc j'insiste pas beaucoup là-dessus, je voudrais juste insister dans ce deuxième point sur un seul et unique paragraphe finalement, et si vous n'avez qu'un paragraphe à lire, enfin lisez-les tous, mais si vous n'avez qu'un à lire, c'est le paragraphe 112. Ce paragraphe 112, il est un choix assez radical que nous avons fait collectivement et qui consiste à dire finalement il y a un scénario central auquel on doit se préparer. Ce scénario central, il est très facile à décrire, il est incroyablement dimensionnant et structurant si on veut vraiment s'y préparer. Il dit des choses très simples, en français très simples. Il dit, 1, nous devons nous préparer à la guerre. Ce qu'il s'agit de faire aujourd'hui pour nos forces armées, c'est de se préparer, de planifier, de modifier le processus d'acquisition de défense, de façon à ce que nous soyons capables de soutenir une guerre. On n'a pas dit un conflit ou un conflit de très haute intensité, une guerre. Je mets tout de suite un caveat, parce que ça fait l'objet souvent de présentations un peu tordues, soit de bonne foi, soit de mauvaise foi dans les médias. Nous avons immédiatement ajouté une phrase, nous n'anticipons pas et nous ne préparons pas à ce qu'il y ait une guerre conventionnelle classique sur le territoire national métropolitain. On se prépare à ce que nos forces armées puissent être impliquées dans la guerre, quelque part en Europe ou à la périphérie de l'Europe, en dehors du territoire national. C'est un élément extrêmement important. Ça, c'est la première partie du scénario. La deuxième partie du scénario, elle dit qu'en même temps que ces actions de guerre, dans lesquelles nos forces armées sont susceptibles d'être engagées, nous pouvons être confrontés à ce qu'on appelle les attaques hybrides sur le territoire national, qui auraient pour objectif et pour impact de venir perturber dramatiquement la continuité de la vie de la nation. C'est là qu'il y a une dimension de sécurité nationale.
Attaque hybride, c'est un terme un peu fourre-tout. Pour être honnête, je ne l'aime pas beaucoup, mais on n'en a pas trouvé d'autres plus faciles. Il vise en fait des choses incroyablement concrètes et opérationnelles. Donc derrière la question des menaces hybrides ou des attaques hybrides, vous avez beaucoup de littérature, pour être très honnête, un peu fumeuse. Ce que ça recouvre, c'est des choses extrêmement matérielles. C'est des attaques cyber, précisément. C'est des manipulations de l'information à visée stratégique. C'est du sabotage, et je mets dans le sabotage la menace drone, par exemple, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps sur le territoire national. Il y a de l'espionnage, il y a de la manipulation de troubles à l'ordre public à des fins stratégiques, et il y a des risques de rupture d'approvisionnement et de rupture de la continuité de la vie économique de la nation. C'est ces 5 ou 6 risques ou menaces-là dont on parle concrètement quand on parle d'attaque hybride. 2 parties au scénario. Et je vais m'arrêter là pour passer ensuite à la table ronde et aux questions-réponses. 2 parties du scénario, mais ça suppose qu'on a devant nous 3 défis. Parce que pour être prêt à ce scénario central, dont par ailleurs, je le dis et je le répète, nous ne sommes pas un think tank, nous ne sommes pas un institut de sondage, nous ne sommes pas un institut de probabilité, nous sommes l'État. Ce que dit l'État, c'est pas que ça va se produire comme scénario, on n'y a pas affecté un coefficient de probabilité. On a choisi ce scénario central parce que tous ceux qui ont fait de la planification savent que la réalité ne sera jamais conforme au plan. En revanche, ce qu'on sait, c'est que si on est prêt au scénario le plus dimensionnant et le plus structurant, on a des chances non nulles d'être relativement bien préparé à tout ce qu'on n'aura pas bien planifié. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi ce scénario-là, qui encore une fois est le scénario que nous estimons être le plus dimensionnant et le plus structurant pour l'ensemble des forces qui concourent à la défense et à la sécurité de la nation. Ces 3 défis, ils sont très simples, je vais juste te donner les têtes de chapitre. Il y a un défi qui concerne la question de notre outil de défense, à la fois de nos armées et de notre base industrielle et technologique de défense, qui consiste à continuer à la transformer pour la préparer à la guerre. Ça veut dire beaucoup de sous-sujets sur lesquels je n'insiste pas ici, sur la préparation opérationnelle des forces, sur les capacités qui sont nécessaires, sur la transformation du processus d'acquisition, sur la transformation de la façon dont on construit et dont on industrialise des capacités de défense. Premier grand défi. Deuxième grand défi, évidemment, dans le champ de la sécurité nationale, ça veut dire élever le niveau de préparation de l'ensemble de la nation sur les attaques cyber, les manipulations d'informations, le sabotage, l'espionnage et l'ensemble. Donc c'est une deuxième série de choses qui sont pour le coup des choses qui relèvent d'autres ministères, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères, l'ensemble des ministères, en particulier Bercy. Donc ça c'est la deuxième chose, et Dieu sait s'il y a des choses à faire pour élever le niveau de préparation de l'ensemble des forces nationales à ce risque d'attaque hybride. Et ça va d'ailleurs bien au-delà de l'État. C'est-à-dire que là, nous avons besoin d'embarquer avec nous les collectivités locales, les entreprises et à la fin, tous les citoyens. Chacun de nos compatriotes sur le territoire national ou des résidents sur le territoire national a une petite partie de la responsabilité. Vous avez peut-être vu qu'on a fait paraître dans une logique qui est une logique de ce qu'on appelle la stratégie de résilience, un petit guide à la destination de l'ensemble des Français qui s'appelle, et on ne l'a pas inventé pour rien, tous responsables, parce que chacun, en cas de crise majeure, qui relèverait du scénario central, a une partie de la responsabilité, de la capacité de la nation à encaisser le choc, à se défendre et à finalement être résiliente, c'est-à-dire à continuer et à revenir le plus rapidement possible à une vie normale. Ça, c'est la deuxième série de défis qui sont devant nous. Le troisième défi, il est presque encore plus compliqué. Il consiste à faire ces 2 choses-là en même temps. Et donc, c'est pour ça que le scénario central est aussi dimensionnant. C'est que nous, on n'aura pas le luxe de choisir ni nos menaces, ni nos risques, ni la séquence dans lesquelles ils nous sont imposés par nos adversaires. Et donc, le risque de la guerre et le risque d'attaque hybride massive sur le territoire national, il faut qu'on soit prêt à encaisser cela en même temps. Et ce « en même temps », ça veut dire que vous avez des défis de coordination et d'intégration d'une manœuvre civilo-militaire, des outils de la défense et des outils de la sécurité nationale à des niveaux qu'on n'a en fait plus connus depuis la fin de la guerre froide. Et ça veut dire, on va l'exercer, il y a des exercices interministériels qui sont prévus, il y a un grand exercice en mars qui s'appelle Orion, dans lequel il va y avoir une phase 3 qui est une phase interministérielle de gestion de crise, avec une double dimension. Les armées, si elles doivent se déployer vers la guerre, elles ont besoin d'utiliser toute une série de capacités sur le territoire national, notamment dans le domaine logistique, transport, communication, énergie, santé. Donc on va détourner finalement une partie des capacités civiles vers le soutien aux armées.
Et puis deuxièmement, si on est confronté à une attaque hybride massive sur le territoire national, eh ben, les forces de sécurité nationale, elles devront y répondre sans nécessairement pouvoir recourir, comme on le fait classiquement, aux forces armées dans des capacités rares pour faire face à des scénarios extrêmement contraints. Donc cette intégration d'une manœuvre civilo-militaire, elle est complexe. Et donc ces trois grands défis-là, c'est en fait les trois grands défis dans la mise en œuvre, dans l'exécution de la revue nationale stratégique, sur lesquels il y a toute une série de choses qui sont engagées dès cette année, dans le courant de l'année 2026, mais qui vont en fait s'étaler sur plusieurs années. L'horizon de moyen terme qu'on s'est fixé, c'est la fin de la décennie, et donc en fait on a trois horizons temporels. Un horizon de l'immédiat, c'est faire tout ce qu'on peut pour être le plus près possible, le plus tôt possible, dans les mois qui viennent, et dans notre cycle, dans une démocratie républicaine normale, dans notre cycle électoral qui va nous amener à mai 27, on a un premier temps qui est l'année 26 concrètement, on a un deuxième temps qui est la fin de la décennie, et on a un troisième temps qui est l'ensemble des années 2030, parce que cette transformation de notre dispositif et notre outil collectif de défense et de sécurité nationale est un défi qui va requérir de la patience, de l'endurance, de l'entêtement, du temps et des ressources. Je m'arrête là parce que je pense qu'il y aura pas mal de questions et en particulier j'ai à dessein laissé toute la partie sur la description de l'environnement stratégique. Je suis certain que vous aurez beaucoup de questions sur l'Iran, sur le Groenland, peut-être sur la Syrie si vous suivez vraiment toute l'actualité. Et donc je laisse ça aux questions-réponses, mais gardez ces deux idées. Il y a aujourd'hui de la défense partout, bien au-delà du ministère des Armées. Il y a un besoin de coordination interministérielle sur l'ensemble du champ de la défense et de la sécurité nationale, et c'est à cela que modestement le SGDSN contribue. Il ne porte pas en tant que tel des politiques publiques qui relèvent de différents ministères. En revanche, il y a un besoin de coordination et d'intégration. Et deuxièmement, la revue nationale stratégique, qui est un document que nous avons voulu simple, honnête, direct, sans périphrase. Sujet et verbe complément, quand on pense guerre, on ne dit pas conflit de haute intensité, parce qu'on a besoin de faire comprendre à l'ensemble des Français la nature exacte des scénarios de menaces auxquels on est susceptible d'être confronté, et surtout, on a besoin de passer du temps de la vision stratégique au temps de l'action. Et c'est dans ce temps-là que vous, dans vos fonctions, à votre endroit, avec votre formation, vous allez être des acteurs essentiels de la défense et de la sécurité nationale, que vous finissiez dans vos premières années à la DGA, au ministère des Armées, dans l'industrie, dans l'ensemble de la société nationale de la République. Vous aurez un rôle essentiel à jouer. Et ce rôle-là, chacun à votre place, chacun avec vos responsabilités et surtout avec votre formation exigeante et essentielle, notamment sur ces questions de sciences dures et en particulier numériques. Vous aurez un rôle essentiel à jouer pour que finalement la seule chose qui compte advienne, c'est-à-dire que la nation soit prête à tous les risques et à toutes les menaces qui nous seront imposées de l'extérieur. Je m'arrête là et nous pouvons passer, si vous en êtes d'accord, aux questions-réponses et à la table ronde. Monsieur le secrétaire général, merci beaucoup pour votre présentation qui aura, je l'espère, convaincu mes camarades de lire la revue nationale stratégique. Nous vous proposons maintenant 2 temps d'échange, un premier avec nous et un deuxième avec la salle. Pour ce premier temps d'échange, je me permets de me présenter, élève officier Rémi Nutens. Je suis accompagné par l'élève officier Nathanaël Dronchon, à ma droite, et à votre droite, l'élève officier Benoît Bertrand-Hardy. Pour commencer, je cède donc la parole à Nathanaël qui avait une question à vous poser. Monsieur le secrétaire général, merci pour votre présentation. Un mot sur la revue nationale stratégique. Vous avez dit que l'histoire s'accélère. Quels sont les changements majeurs entre l'édition 2022 et l'édition 2025 et comment, à vos yeux, se justifie-t-il ? Finalement, quand la commande nous a été passée par le président de la République dans ses vœux aux armées en janvier 2025. Finalement, vous vous remettez à cette période-là, donc vous êtes en janvier 2025. Le dernier document date de l'immédiate élection présidentielle, donc de l'été 2022. Et vous vous posez la question, quand vous êtes président de la République, finalement, pourquoi
est-ce que je vais demander à l'État, à mes administrations, de lancer ce processus, comme souvent avec le président de la République, qui nous a demandé de faire ça en 3 mois. Donc on a demandé un petit peu de rab. Donc on a obtenu 5 mois, donc on a fait ça entre janvier et juillet. Mais vous vous mettez début janvier 25, qu'est-ce qui a changé finalement dans l'environnement stratégique entre 22 et 25 ? C'est pas très compliqué. Vous avez une guerre majeure au cœur de l'Europe, l'Ukraine. Vous avez une évolution extrêmement significative de l'ensemble des menaces hybrides, en particulier cyber et guerre informationnelle. Et vous avez un changement radical de l'autre côté de l'Atlantique dans l'évolution de l'administration américaine et de sa politique. Donc s'il n'y a que 2 ou 3 raisons pour vous faire dire, quand vous regardez tout simplement ce qui se passe autour de vous, qu'est-ce qui a changé depuis 2022 et pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette revue stratégique, de l'actualiser, vous en êtes là. Très tôt dans cet environnement-là, il y a ce qu'on n'a pas encore discuté, mais ce qui est l'objet d'une annonce et ce n'est pas un hasard, qui a été faite par le président de la République le 13 juillet au soir, dans son discours traditionnellement depuis 2012 est fait à l'hôtel de Brienne, donc dans le siège historique du ministère de la Défense. Et il a annoncé le 13 juillet au soir ce qu'on appelle des surmarches dans notre jargon technocratique, c'est-à-dire une rallonge de 10 milliards d'euros sur 2026 et 2027 du budget des armées, du budget de la défense, par rapport à la loi de programmation militaire qui avait été votée. Ces 10 milliards d'euros, ils sont la traduction financière pour les armées de l'évolution du contexte stratégique. Mais on savait qu'on allait arriver à quelque chose qui allait devoir réexaminer la loi de programmation militaire et la programmation capacitaire des armées. Mais encore fallait-il que tout ça s'intègre dans une réflexion stratégique d'ensemble. Et donc c'est ça qui a justifié la décision du président de la République de demander à son administration de faire sur le premier semestre de 2025 cette actualisation de la revue stratégique pour prendre en compte ces évolutions extraordinairement significatives et profondes de l'environnement stratégique. Si je vais un temps plus loin, pour répondre encore plus directement à votre question, du coup, si vous faites vous pouvez à vos heures perdues le soir, faire cette lecture comparée de la revue de 2022 et la revue de 2025. Vous pouvez même faire ça, d'ailleurs tout est public, sur la comparaison de 72, 94, 2008, 2013, 2022 et 2025. Ce n'est pas un exercice si long que ça d'ailleurs, et c'est extrêmement révélateur. Mais entre 22 et 25, qu'est-ce qui change fondamentalement ? Ce qui change, c'est ce que je vous ai dit sur le scénario central. C'est-à-dire que l'enjeu qui est devant nous aujourd'hui, c'est vraiment de se préparer à quelque chose qui est de l'ordre de la guerre, d'un potentiel isolement stratégique et d'une imbrication des menaces de la guerre et des attaques hybrides massives sur le territoire national. C'est ça le vrai delta entre 2022 et 2025, c'est ça. Merci beaucoup pour votre réponse. Cette revue nationale stratégique semble donc montrer des tensions qui grandissent. À ce propos, Benoît souhaitait poser une question. Pour commencer, comme vous l'avez un petit peu annoncé, un paysage des mécanismes stratégiques internationaux. Sur l'opération américaine au Venezuela, qui apporte une preuve supplémentaire de la dégradation vertigineuse des mécanismes de régulation des rapports entre États, selon vous, comment la France doit-elle s'y adapter stratégiquement ? Que reste-t-il du droit international ? Vaste question. D'abord, il faut reprendre un peu de perspective historique. Le délitement des normes régulatrices de la violence, elle ne date pas d'il y a 3 semaines. Si vous reprenez finalement depuis, après on peut éternellement, et c'est un débat d'historiens passionnant, savoir depuis quand on remonte. Moi, je dirais que de façon très contemporaine et immédiate, on a finalement depuis la première moitié de la décennie 2010, un délitement accéléré, rapide, massif et total des grandes normes qui visent à encadrer le niveau de violence entre les États. Pour rester dans un champ très limité qui est celui de la compétition stratégique entre acteurs, et notamment entre acteurs nucléaires, et notamment sur ce qui nous concerne au premier chef, qui est le continent européen. Finalement, si vous regardez l'ensemble des grands traités, des grands textes
qui ont été au cœur de la régulation de la violence sur le territoire européen à partir du début des années 70, c'est-à-dire à partir de ce moment spécifique de notre histoire contemporaine qui est la détente. Si vous vous rappelez de vos cours d'histoire, vous avez un pic de crise dans les années 60, et l'incarnation la plus flagrante de ça, c'est la crise de Cuba. Mais vous en avez d'autres. Et puis, à la fin des années 60 et au début des années 70, les deux superpuissances, les États-Unis et l'URSS, se disent, bon, on va quand même trouver les moyens de réguler notre compétition. Donc, toute une série de mécanismes, de traités sont mis en place pour venir contraindre, encadrer la compétition stratégique et le recours à la violence. C'est tout cet équilibre-là qui s'est complètement effondré dans les années 2010. Si vous voulez quelques exemples, le mémorandum de Budapest, qui est le mémorandum par lequel l'Ukraine a accepté de renoncer au moment de l'éclatement de l'URSS à ses armes nucléaires, puisqu'elle était en possession d'armes nucléaires sur son territoire, et d'adhérer au traité de non-prolifération comme un État non doté de l'arme nucléaire, et que la Fédération de Russie est devenue le seul État successeur de l'URSS au sens du TNP. Il fallait donner, dans un débat qui n'était pas du tout naturel en Ukraine, des garanties de sécurité à l'Ukraine qui, du coup, acceptait de se défaire de ses armes nucléaires et de ses missiles. Donc le deal de base, c'était l'Ukraine, devenue un État indépendant, se dessaisit de cette partie de l'héritage soviétique, et en échange, elle reçoit des garanties de sécurité positives et négatives, qu'elle ne va pas être attaquée, et que si elle est attaquée, elle va être non pas défendue en tant que telle, mais qu'il va y avoir des mécanismes internationaux de gestion de la crise. Ça, en 2014, ça s'effondre. Si vous prenez un traité qui n'est pas très connu, qui s'appelle le traité sur les forces conventionnelles en Europe, il s'effondre de la même façon par toute une série de violations de ses limites, et finalement d'écroulement du traité et de retrait dans le courant, là aussi, des années 2010. Si vous prenez un autre traité qui est le traité sur les forces nucléaires intermédiaires, qui se trouve là aussi dans la fin des années 2010, directement violé par la Fédération de Russie, et ensuite fait l'objet par la première administration Trump d'un retrait des États-Unis, et donc ça signe la mort du traité. Vous avez ainsi toute une série je pourrais en citer beaucoup d'autres, toute une série de traités, d'accords juridiques, de textes juridiques qui visent à encadrer la violence, qui visent à fixer un certain nombre de normes et de contraintes qui progressivement se délitent, qui font qu'aujourd'hui, finalement, si vous regardez, et on est début 26, le dernier grand texte qui reste, qui est le traité New START, qui régit la compétition nucléaire stratégique entre les États-Unis et la Fédération de Russie. On arrive à son terme, donc on ne sait pas s'il va être reconduit. Le traité qui porte sur l'interdiction des essais nucléaires, vous avez vu les déclarations récentes et de la Fédération de Russie et des États-Unis d'Amérique. Il n'est pas impossible qu'ils deviennent caducs. Donc en fait, on est à deux doigts d'être dans une situation qui ressemble à celle des années 60, c'est-à-dire d'une compétition nucléaire et stratégique pure et parfaite entre acteurs. Donc l'érosion, le délitement des cadres qui régulent la violence internationale, c'est au moins sur une dizaine ou une quinzaine d'années. Et je passe sur tous les autres débats sur l'encadrement des interventions extérieures dans des théâtres extérieurs, de tout ce qui a beaucoup agité les années 2000 et 2010, et notamment depuis la guerre d'Irak, mais qui finalement se rajoute. Donc évidemment qu'on a une forme d'accélération de l'histoire et une forme de choc. Et honnêtement, le choc, il est d'autant plus grand que les gens ont été inattentifs à l'évolution de ces 10 dernières années. Pour les professionnels que nous sommes, que vous êtes, des questions de défense, de sécurité nationale et d'affaires internationales, il faut être singulièrement naïf ou singulièrement aveugle pour ne pas voir que ce délitement, cet effondrement des cadres de la régulation internationale du multilatéralisme n'est pas en œuvre depuis très longtemps. On arrive à une forme un peu paroxystique. En revanche, c'est un enjeu massif. Je le dis avec un élément de gravité parce que finalement, quand vous êtes un État qui est, pour simplifier, une dictature, finalement, vous êtes dans un rapport de force pur. La violence est un élément constitutif de ce que vous êtes. Quand vous êtes comme nous, comme la République française, une république et une démocratie, vous avez un rapport au droit, un rapport à la régulation de la violence, un rapport au monopole légitime de la violence, un rapport à la proportionnalité, à tous les principes de base qui sont au fondement du droit international humanitaire, qui est aussi consubstantiel à votre être, qui est un élément de l'essence identitaire de ce qu'est une république et de ce qu'est une démocratie. Donc le délitement des cadres internationaux
et je ne vais pas vous faire un cours de philosophie sur Kant et le projet de paix perpétuelle, mais il y a un élément dans le délitement des grands cadres de la régulation internationale de la violence qui est un élément d'attaque sur l'essence même de ce qu'est la projection internationale d'un modèle démocratique. Et ça, c'est un élément qui ne peut que toucher profondément des États comme les États européens aujourd'hui. Si on prend 30 secondes pour se demander ce qu'est le projet européen, et je pense qu'il y a une position tout à fait spécifique des Européens dans cet environnement stratégique-là. Le projet européen, ce qui a été inventé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et d'abord par la communauté européenne du charbon et de l'acier, et ensuite par la communauté économique européenne, et ensuite par l'Union européenne, c'est très simple. C'est un projet qui vise à exclure des rapports de compétition entre Européens l'usage de la violence. Ça ne veut pas dire, ça n'a jamais voulu dire qu'il n'y a pas de compétition entre les États européens. Ça ne veut pas dire que cette compétition-là, elle n'est pas dure, robuste, qu'il n'y a pas une défense permanente des intérêts nationaux. Ce que les Européens ont accepté, c'est qu'ils allaient enserrer la compétition entre eux, la défense de leurs intérêts nationaux qui peut à tout moment, et notre histoire l'a prouvé, dégénérer dans des conflits armés et dans de la guerre. On a décidé collectivement d'exclure le recours à la violence et à la guerre comme une modalité de régulation de notre compétition et de résolution de nos différends. Et on a enserré notre compétition dans des procédures et du droit. Et c'est finalement l'extension au continent européen de ce que nous avons inventé, nous Français, nous Européens, depuis la Révolution française, comme modalité de régulation de la violence par le droit. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons être que profondément perturbés et déstabilisés parce que nous voyons de notre entourage, de notre environnement stratégique. Il y a un équilibre qu'il faut qu'on trouve, qui est au cœur de ce que dit la Revue nationale stratégique, qui est un équilibre très simple. On ne peut pas être naïf, et donc on ne peut pas ne pas nous doter des moyens de défendre nos intérêts, encore une fois dans un monde qui nous impose ces risques et ces menaces et ces conflits. Autrement, nous risquons de disparaître, mais nous ne pouvons pas non plus renoncer à ce qui est notre essence même, qui est cet impératif, Kant dirait cet horizon de la régulation par le droit des rapports de force internationaux. Et c'est dans cet équilibre-là, entre assumer les responsabilités de la puissance et du conflit potentiel, et ne pas nous dénaturer dans le maintien d'une ambition régulatrice du monde, que se situe l'équilibre spécifique que la France, mais avec elle tous ses partenaires européens, doivent définir dans cet environnement stratégique. Et on peut se perdre finalement des deux côtés. On peut se perdre en n'assumant pas les éléments de la puissance et en étant finalement, comme on le dit souvent dans plein d'expressions journalistiques, en devenant un élément du menu, un objet de la compétition et plus un acteur de cette compétition-là. Mais on peut se perdre aussi si on oublie que nous assumons cette compétition dans un cadre spécifique et avec un horizon spécifique qui est celui du droit. Merci beaucoup. Vous évoquez donc un effondrement de la régulation de la violence. J'aimerais donc m'attarder sur un cas particulier qui semble significatif de cet effondrement, le Groenland. Groenland qui semble aujourd'hui menacé par ce non-respect entre États. Face à cette situation, quel futur envisagez-vous pour, d'une part, les alliances européennes de notre pays et d'autre part, pour l'OTAN ? Pensez-vous que la France dispose aujourd'hui d'une capacité de défense autonome et suffisante, ou alors dépend-elle encore de toutes ces alliances ? Il y a beaucoup de choses différentes, donc il faut décomposer votre question en petits morceaux. Bon, d'abord, il y a un premier sujet, c'est que ça fait la une, surtout autour de Davos, de tous les médias, puis ça agite beaucoup. À ma connaissance, il n'y a pas d'invasion du Groenland. Par ailleurs, au Groenland, il faut quand même savoir qu'il y a une base militaire américaine depuis en fait le cœur des années 60, parce que c'est un élément de la stratégie américaine pour l'ensemble de l'Alliance d'ailleurs, hein, d'alerte avancée, de détection atulée de l'ensemble des mécanismes de détection de missiles. Donc il faut remettre un peu de contexte dans tout ça, hein. Il faut faire la part des choses entre ce qui relève de la communication stratégique, des tweets et de la réalité, premièrement. Deuxièmement, et vous avez vu ce que le président de la République a dit récemment, il y a un élément qui est: est-ce qu'il y a ou non aujourd'hui sur le Groenland une menace spécifique qui pèse sur la sécurité de l'Alliance Atlantique? On peut discuter à l'infini de savoir si cette menace est très faible, importante, massive, maximale, etc.
Mais ce que finalement nous avons décidé, c'est il y a des Danois qui aujourd'hui ont fait le choix de renforcer leur présence militaire au Groenland. Et finalement, au-delà du Groenland, il y a un sujet arctique, qui est un vrai sujet stratégique sur l'ensemble du Grand Nord dans les espaces stratégiques mondiaux. La France a décidé de participer à ces exercices militaires et nous avons suggéré que, puisque potentiellement certains alliés pensaient qu'il y avait un sujet de sécurité du Groenland, le mieux c'était d'organiser des exercices militaires de l'Alliance Atlantique pour organiser et garantir la sécurité du Groenland dans le respect, et je reviens à la question précédente sur la question du droit, du respect du droit. Donc si on cherche sincèrement une forme de renforcement de la sécurité de l'espace transatlantique sur le Groenland et le Grand Nord et l'Arctique, tout en respectant les principes fondamentaux de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, il y a une voie. Et donc, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, c'est dans cette voie qu'on est engagé. Ensuite, chacun prendra ses responsabilités. La troisième partie de votre question, elle est beaucoup plus large que le Groenland. Et elle nous ramène à ce qu'il y a dans la revue stratégique et dans ce qu'il y a dans un des objectifs stratégiques. Vous avez, dans les 11 objectifs stratégiques de la RNS, 3 objectifs qui concernent spécifiquement la dimension internationale. Vous avez un objectif européen, un objectif transatlantique et un objectif international. D'une manière générale, là aussi, si vous reprenez un petit peu de recul historique, et notamment, je dirais, sur ces 25 dernières années, vous avez des éléments structurels. Cet élément structurel, c'est, et quelle que soit l'administration américaine, vous avez une exigence portée de plus en plus fortement de rééquilibrage de la relation transatlantique, où les Américains nous disent, nous, on a plein de responsabilités dans plein d'endroits du monde, on n'a pas des capacités extensives et infinies, il est temps que vous, Européens, qui par ailleurs êtes des nations riches et prospères, preniez davantage de responsabilités dans la sécurité de l'Europe. Ça tombe bien, c'est ce que les Français ont historiquement toujours dit. Nous avons, nous Français, parce que c'est notre histoire, pensé, non pas, et par ailleurs ceux qui pensent que le général de Gaulle était un anti-transatlantique ont mal lu ses discours, on a toujours pensé qu'il fallait une forme d'autonomie, d'indépendance et d'équilibre de la relation transatlantique. Et donc aujourd'hui, finalement, notamment cette dizaine d'années qui viennent de s'écouler, ont vu, c'est le français qui parle évidemment, donc il faut qu'on fasse attention à nous-mêmes, mais ont vu quand même le progrès d'un certain nombre de thèmes sur l'autonomie stratégique européenne, la souveraineté européenne, que nous avons pendant très longtemps porté un peu seuls en Europe. Et ça fait des progrès. Sur toutes ces affaires-là, on peut le dire dans le domaine militaire, on pourrait évoquer la chose dans le domaine numérique. Je trouve qu'on a toujours tendance à penser les choses de façon un peu binaire, hein, en 0 ou en 1. C'est-à-dire où on est totalement autonome, où on est totalement dépendant. La vérité, c'est que c'est jamais ni l'un ni l'autre. Vous avez des nuances de gris sur l'ensemble de la chaîne de l'autonomie à la dépendance qui sont extrêmement importantes. Et la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est où est-ce que vous mettez le curseur ? Les Français disent depuis très longtemps qu'il faut qu'on pousse le curseur vers le côté de l'autonomie stratégique et de la souveraineté européenne. Nos partenaires européens nous ont rejoints. On n'a jamais dit, nous Français, qu'on était favorable à un découplage transatlantique, c'est-à-dire à une rupture radicale. Et pour une raison simple, c'est que si vous regardez l'histoire des relations internationales depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour le coup, alors là, il y a une continuité entre la stratégie de l'URSS et celle de la Fédération de Russie, c'est précisément la volonté de découplage. C'est-à-dire où les Européens sont seuls confrontés à un équilibre purement continental. Et donc là-dedans, aujourd'hui, on a besoin de développer les moyens de notre autonomie, on a besoin d'investir au sens financier du terme, hein, en termes de capacité, mais aussi en termes de réflexion stratégique. Les sujets sur lesquels il faut qu'on progresse en termes d'autonomie, ils sont connus. Transport stratégique, capacité de planification, capacité de renseignement stratégique et tactique, frappe dans la profondeur, défense antimissile. Je peux vous faire le catalogue de ce qu'il faut qu'on fasse. À la fin, c'est quand vous faites le pied de colonne sur les milliards, ça en fait un certain nombre. Mais on sait ce qu'il faut faire. Est-ce que pour autant, l'objectif français, l'objectif des Européens, c'est le découplage, c'est la déconnexion de l'Alliance transatlantique? Non, c'est le rééquilibrage et un pilier transatlantique, un pilier européen à l'intérieur de l'Alliance atlantique plus fort. Ensuite, encore une fois, chaque allié, chaque Européen prendra ses responsabilités. Nous, notre responsabilité en tant que nation, c'est de porter une vision stratégique de la sécurité et de la défense de la France et de la défense des Européens qui soit conforme à cette exigence de rééquilibrage et donc d'investissement. Si là aussi, pour revenir au texte, vous voulez reprendre un peu de perspective historique, lisez le dernier discours que Bob Gates, le secrétaire à la défense américain, a fait en partant de ses fonctions à la fin du mandat d'Obama,
au milieu du mandat d'Obama, vous verrez que c'est un discours alors qui n'a pas la forme particulière et parfois détonnante de l'administration actuelle, mais qui en termes d'exigence est au moins aussi puissant que ce qu'on entend en ce moment. Merci beaucoup pour votre réponse très éclairante. Je laisse maintenant Nathanaël vous poser une question sur un autre secteur du monde. On passe maintenant de l'Atlantique à l'Iran. Monsieur le secrétaire général, vous avez été ambassadeur de France en Iran. On a aussi assisté en 2025, en juin, à la frappe des centrales iraniennes par les Américains. Diriez-vous, d'une part, sur le sujet nucléaire, que nous assistons à un nouvel âge nucléaire, et je pense aussi à la présentation en septembre du nouveau missile balistique chinois, et direz-vous, d'autre part, que la situation actuelle en Iran porte une menace sur la sécurité intérieure française? C'est deux questions qui sont assez radicalement différentes, hein. Si on élargit la première partie de votre question sur la dimension nucléaire, vous avez, je dirais, deux sous-parties là-dedans. Vous avez une première partie qui consiste tout simplement à regarder les faits pour ce qu'ils sont. Quel est aujourd'hui l'état des armes nucléaires dans le monde? Vous avez finalement, si vous prenez les derniers essais nord-coréens des années 2000, sur ces 25 dernières années, une très grande stabilité. Donc en fait, les efforts internationaux de lutte contre la prolifération des armes nucléaires dans le monde a fonctionné. Si on dit les choses telles qu'elles sont, en termes factuels aujourd'hui, est-ce que depuis la Corée du Nord, et notamment depuis les essais des années 2006-2007, pardon, il y a eu plus d'États possesseurs de l'arme nucléaire aujourd'hui? La réponse est non. Donc de ce point de vue-là, tous les efforts internationaux qu'on a faits, y compris sur l'Iran, pour l'empêcher d'accéder à l'arme nucléaire, ont été couronnés de succès, et encore aujourd'hui. Est-ce à dire pour autant qu'on n'a pas des problèmes en termes d'évolution des équilibres nucléaires mondiaux? Non, ça c'est un autre sujet. C'est la deuxième partie. Vous avez une évolution très profonde des stratégies nucléaires des États, soit des États dotés, soit des États possesseurs. Vous prenez l'évolution de l'arsenal nord-coréen aujourd'hui, ça sous-tend une évolution très profonde de la stratégie nucléaire nord-coréenne, qui est de plus en plus une stratégie d'intimidation, de coercition, une stratégie tactique. Vous prenez par exemple depuis le milieu des années 2000 l'évolution de la stratégie nucléaire de la Fédération de Russie, vous avez un changement très profond de la logique même de la stratégie nucléaire russe et des capacités qui y sont associées. Vous prenez la République populaire de Chine et son évolution. Alors la façade de la stratégie nucléaire chinoise reste la même sur le non-emploi en premier depuis les premières grandes déclarations de Mao. L'évolution de l'arsenal nucléaire chinois est assez impressionnante en termes quantitatifs et en termes qualitatifs. Donc vous avez toute une série de sujets qui sont plutôt des sujets qui relèvent des grands équilibres stratégiques mondiaux, et à tout ça s'ajoute le délitement des grands cadres de régulation de la compétition stratégique américano-russe. Et donc là, vous avez un sujet de compétition nucléaire, si je puis dire. Sur la dimension iranienne proprement dite, on a des enjeux, parce qu'à un moment, il faut appeler un chat un chat. Quand vous avez un pays qui, de façon clandestine, développe des capacités de production, c'est à des ingénieurs que je parle, des capacités de production de matières fissiles hautement enrichies, sans avoir de capacité civile d'utilisation de cet uranium hautement enrichi, et que par ailleurs vous avez des indices de militarisation, il y a un moment où ça ressemble quand même furieusement à un programme d'armes nucléaires. Donc quand ça ressemble à un programme d'armes nucléaires, il y a de bonnes chances pour que ça soit un programme d'armes nucléaires. Par ailleurs, honnêtement, quand c'est un pays, il n'y a pas un pays au monde, pour rester dans le domaine des faits, il n'y a pas un pays au monde qui a développé une industrie complète du cycle du combustible, d'enrichissement et de retraitement de l'uranium, sans avoir un parc considérable de réacteurs nucléaires qui ne l'a pas fait dans l'histoire de l'humanité pour des fins militaires nucléaires. Donc le sujet, il reste là. Nous, Européens, on a, et d'ailleurs c'est une initiative que nous avons prise, les trois Européens, les Britanniques, les Allemands et les Français, nous avons toujours considéré, et je reviens à l'équilibre que je mentionnais tout à l'heure, entre assumer
les leviers de la puissance et privilégier le respect du droit, nous avons toujours inventé un processus qui était un processus qui visait à dire il y a un problème, il y a un programme probable clandestin d'armes nucléaires en Iran, et ce problème-là est un problème de sécurité pour le Moyen-Orient, pour la région et pour le territoire national, pour l'Europe et pour la France. Mais ce problème-là, il peut et il doit être traité par les moyens de la négociation. Et finalement, si vous reprenez l'histoire de la négociation depuis les premiers grands accords qui ont été conclus d'abord à Téhéran puis à Paris en 2002 et 2003 et qui ensuite ont vécu avec des hauts et des bas, des périodes de crise et des périodes d'accords jusqu'à la signature de ce qu'on appelle le JCPOA en juillet 2015, puis à la décision de la première administration Trump de s'en retirer. Finalement, tout ce processus, ce processus de négociation diplomatique internationale, il a fonctionné. Il a bien fonctionné jusqu'à présent. Aujourd'hui, on n'a toujours pas de programme actif, opérationnel d'armes nucléaires en Iran. Et donc c'est ça la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est quelles sont les prochaines étapes après ces frappes américaines et israéliennes l'année dernière en juin, quelle est la suite qui va nous permettre de continuer à contraindre ce pays pour qu'il n'ait pas les moyens et les capacités de développer un programme d'armes nucléaires. Et ça, c'est un vrai enjeu de sécurité nationale qui reste aujourd'hui et qui est encore devant nous pour les années qui viennent. Il y a une deuxième partie de votre question qui relève vraiment très strictement de la politique étrangère et donc qui aujourd'hui n'est plus du tout dans le mandat du secrétaire général que je suis, parce que c'est vraiment une question qui a trait à la conduite de l'action diplomatique, qui relève de sujets à la fois de politique intérieure iranienne sur la nature du régime et de ce qu'il a fait. Et donc, il faut là aussi appeler un chat un chat. C'est un massacre qui a eu lieu. Il y a des milliers de morts en Iran. Je voudrais juste insister sur un point, et c'est l'ancien ambassadeur qui parle, qui a été en poste entre 2022 et 2025. Nous avons eu et nous avons toujours des otages français en Iran. Et donc, quand un pays prend en otage vos citoyens, et le mot otage est choisi à dessein, et je peux vous faire un long cours et de droit et de fait sur pourquoi ce terme est légitime et justifié, il est compliqué de ne pas conclure que ça a un impact sur la sécurité des Français. Très bien, merci beaucoup. Pour continuer sur cette question iranienne, je laisse la parole à Benoît. Je vais évoquer plutôt une problématique intérieure maintenant, qui est que vous avez évoqué la menace hybride, qui sont finalement nombreuses. Selon vous, quelle est aujourd'hui la principale menace à laquelle fait face la France sur son territoire? Mais en fait, c'est pas nous qui répondons à cette question, c'est nos adversaires. Nous, comme on le dit fréquemment, nous, on n'a pas le luxe du choix. C'est pas nous qui allons décider si la menace cyber, la menace de l'espionnage, celle du sabotage, elle est numéro 1, 2 ou 3. Nous, on est là pour constater l'état de la menace et pour y répondre. Et donc aujourd'hui, moi, comme secrétaire général, j'ai tous les jours sur mon bureau des rapports qui me listent les attaques cyber qui visent les institutions de l'État, des infrastructures critiques, donc des rapports de l'ANSSI concrètement, des rapports de Viginum qui décrivent et détaillent l'ensemble des opérations d'ingérence numérique étrangère qui se déroulent sur le territoire par toute une série de canaux ou territoriaux ou des services de renseignement. J'ai une liste complète des actions de sabotage qui se déroulent sur le territoire national. L'espionnage se passe régulièrement. Avec des ambitions de piller une partie des compétences technologiques et scientifiques françaises. Par ailleurs, il se trouve que je co-préside avec le directeur général des entreprises du ministère de l'économie et des finances, une institution qui parle de sécurité économique et donc de protection des intérêts économiques français contre des actions prédatrices étrangères. Donc en fait, on n'a pas le choix. Et donc c'est pas nous qui allons définir que la priorité c'est le cyber ou la priorité c'est le sabotage. On va en fait se mettre en mesure de faire en sorte que face à la totalité de ces risques et de ces menaces, on soit prêt à les prévenir et si elles se déroulent, à les encaisser en revenant le plus rapidement à la normale. Donc aujourd'hui, sur le territoire national, encore une fois,
Je crois qu'il ne faut pas avoir de ton alarmiste. J'entends beaucoup parfois des questions me sont souvent posées d'ailleurs. Mais alors, est-ce que nous avons un risque sur le territoire national d'une guerre? Est-ce que nous allons avoir des missiles sur Strasbourg, des chars je ne sais où? La réponse est non. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est hybride territoire national et projection des forces armées dans une guerre à l'extérieur du territoire national. Et ça, c'est ce que dit la Revue nationale stratégique. Aujourd'hui, ce n'est pas nous qui allons définir ni la hiérarchie des menaces, ni leur séquençage. Ça nous est imposé. Et donc, nous, notre exigence à nous, c'est d'être prêts à tout. Merci beaucoup pour toutes vos réponses à nos questions. Je vous propose donc maintenant de passer aux questions de l'Assemblée, afin de laisser tout le monde s'exprimer. Est-ce que 2 élèves vont faire passer les micros? Si vous avez une question, levez la main, afin qu'elle soit traitée. Il faut toujours qu'il y en ait un premier. Super. Ah, il fonctionne. Bonjour, donc je m'appelle Nina Stizy, je suis économiste au laboratoire d'économie juste à côté à Polytechnique. Donc forcément mes questions vont être sur le thème de l'économie. J'ai lu votre plan stratégique. Il y a énormément de contradictions au niveau juste du point de vue économique. En même temps, on a de la dette publique et en même temps, on va faire des investissements militaires. En même temps, on va devoir augmenter les taxes, on veut baisser les taxes parce qu'on est en année d'élection. Donc oui, vous aimez appeler les chats, donc on va appeler des chats des chats. On est sur une trajectoire de dette qui est insolvable parce qu'on n'est pas en maîtrise de notre politique monétaire, mais on est toujours en maîtrise de notre politique fiscale. Donc on a beaucoup de contradictions qui s'accumulent. Et en même temps, j'aimerais pointer un levier en fait, qui met à mal un peu votre stratégie économique, dans le sens où il y a cette conception en économie de si on fait des investissements militaires, ça va faire des effets de diffusion de connaissances et d'augmentation technologique. Il y a un papier qui a été publié justement en septembre 2025 dans l'American Economic Review, donc la meilleure revue d'économie, qui montre que justement ces effets ne sont pas bénéfiques ni sur le court terme ni sur le long terme, que c'est juste une équation comptable. Donc ça fait beaucoup de questions d'un coup, mais comment est-ce qu'on a à la fois la trajectoire de dette insolvable, la non-maîtrise de la politique monétaire qui ne nous permet pas d'être sur une trajectoire de dette solvable, et l'augmentation des dépenses publiques? Merci. Merci beaucoup, excellente question. D'abord, je vous invite juste à lire la Revue nationale stratégique parce que le GDSN est un institut puissant, mais il ne résume pas à lui seul la totalité des politiques de la France. Et donc, il y a une chose dont je suis assez heureux, pour être très honnête, c'est de ne pas être en charge ni de la politique budgétaire ni de la politique fiscale. Et donc, ces questions-là, je vous invite à les poser à qui de droit. En revanche, ce que dit la Revue nationale stratégique, c'est la première partie de votre question, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de ce qui doit être fait dans l'ensemble de la mise en œuvre de la Revue nationale stratégique qui ne peut se faire indépendamment d'un besoin de recouvrer notre souveraineté financière et notamment de réduction des déficits publics et de recouvrer la maîtrise de la dette. C'est écrit noir sur blanc, si vous voulez, je pourrais vous retrouver le paragraphe. Et donc cette partie-là sur l'impact des équilibres macroéconomiques sur l'ensemble de la souveraineté nationale, c'est écrit noir sur blanc. Il se trouve que, encore une fois, dans une revue de défense et de sécurité nationale, il ne relève pas ni de ma compétence ni de notre ambition de boucler la totalité des grands dilemmes de politique publique qui sont soumis au gouvernement, au Parlement et in fine à l'ensemble de la nation. Et donc, moi, je ne suis pas compétent pour trancher ces dilemmes-là et faire des recommandations de politique fiscale ou de politique budgétaire. La seule chose dont on est tous convaincus, c'est que retrouver la maîtrise de la dette, réduire le déficit public et finalement, de ce fait, recouvrer un minimum de souveraineté financière est un élément important de notre autonomie stratégique globale. Ça, c'est la première chose. La deuxième partie, pour être honnête, pour le coup, j'ai plus ça totalement en tête. Nous, on a dit dans la Revue nationale stratégique
qu'on avait besoin d'investir sur les questions de défense et de sécurité nationale. D'ailleurs, il faudrait bien faire attention à faire en sorte que ce qu'on a écrit dans la RNS ne se traduise pas exclusivement dans une question relevant du budget des armées, parce qu'il y a beaucoup d'investissements à faire dans la recherche et sur les questions de sécurité nationale. Il y a d'ailleurs un objectif stratégique numéro 11 dans cette revue stratégique qui est un des éléments différenciants par rapport à 2022, qui parle de sujets aussi essentiels que le quantique, l'IA, l'espace, le NRBC, dans lequel il y a un appel à un investissement supplémentaire. Et donc, nous, on n'a pas dit que cet investissement-là, parce qu'encore une fois, on n'a pas un objectif macroéconomique, ni d'ailleurs même microéconomique, on n'a pas dit que ça allait être bénéfique pour l'économie française. Nous, notre job, c'est pas ça. Ça, c'est un job qui relève du ministère de l'économie et des finances. Nous, on a dit que c'était juste nécessaire pour la protection de la France contre le scénario central que j'ai mentionné. Et donc, si on veut vraiment être prêt, la vérité, c'est que oui, vous n'avez pas le choix. Effectivement, il faut investir dans les armées, il faut investir dans la sécurité nationale et il faut investir dans un certain nombre de champs de recherche qui ont des impacts directs sur la capacité de la France, de la nation dans son ensemble, à tenir le rythme des innovations technologiques et de l'accélération du champ, pour autant qu'elles ont un impact sur les questions de défense et de sécurité nationale. Si ensuite les économistes, que je laisse avec bonheur et grâce se disputer entre eux, en fonction de leur modèle pour savoir si cet investissement sera bénéfique d'une manière générale macroéconomique ou microéconomique ou pas, c'est un autre débat. Nous, notre débat, c'est est-ce qu'on a besoin des capacités? La réponse est oui. Est-ce qu'on a besoin que des choix fondamentaux soient faits par la nation pour concilier ce dilemme de politique publique qui est celui de la maîtrise des comptes publics et celui de l'investissement public? La réponse est oui. Et comme je suis un fonctionnaire discipliné et que nous vivons dans une démocratie, je pense que c'est des choix politiques fondamentaux qui relèvent d'un processus électoral, d'un gouvernement et d'un choix parlementaire. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans un État qui fonctionne, on a des administrations qui administrent, c'est-à-dire qui instruisent les dossiers, qui les objectivent techniquement et objectivement, et qui ensuite les soumettent à l'autorité politique, qui doit trancher des dilemmes de politique publique, et ensuite les soumettre au Parlement. Donc c'est comme ça que ça fonctionne dans la vraie vie. Et encore une fois, moi je ne m'élève pas au-dessus de ma condition, et je ne suis par ailleurs comme médiéviste et archiviste paléographe encore moins compétent que beaucoup d'entre vous ici pour faire des grands choix de politique économique et de politique publique budgétaire. Merci beaucoup pour votre réponse. A-t-on une autre question ou plusieurs autres questions dans la salle? Élève officier Gadi, ma question c'est comment rester crédible aux yeux des autres pays et aux yeux des autres puissances lorsqu'on dénonce le nucléaire iranien mais qu'on n'a rien dit et qu'on a aidé pour le nucléaire israélien? Je ne sais pas, c'est vous qui le dites. Vaste question. D'abord, je ne répondrai pas directement à votre question, qui honnêtement est plus une question de think tank qu'une question de politique publique. La crédibilité, elle relève d'un instrument de la régulation de la violence qui s'appelle le traité de non-prolifération. Il se trouve que le traité de non-prolifération a été signé depuis 1968 par un certain nombre d'États. Votre question, par ailleurs, aurait par exemple été beaucoup plus incisive si elle nous avait demandé pourquoi la France n'a rejoint le traité de non-prolifération que très tardivement. Il se trouve que depuis maintenant quarantaine d'années, nous considérons, nous Français, que le meilleur instrument qui permet d'assurer la sécurité régionale et la stabilité régionale, c'est un instrument qui empêche la prolifération. Pourquoi ? Parce que c'est très simple. D'ailleurs, vous êtes des mathématiciens normalement, donc ça se modélise dans la théorie des jeux. La question de la dissuasion nucléaire, c'est une question de savoir si elle stabilise ou si elle déstabilise l'ordre international. Et finalement, la réponse, c'est une fonction du nombre. Si vous avez quelques faibles relations de dissuasion, c'est-à-dire un nombre faible de relations de dissuasion, essentiellement bilatérales, avec des acteurs peu nombreux, finalement, vous êtes capable d'imaginer des stratégies de dissuasion nucléaire dans lesquelles vous avez un rôle relativement stabilisateur de la compétition. On peut revenir très longuement sur pourquoi cette théorie est justifiée. En revanche, ce qui est une certitude, c'est que si vous multipliez le nombre d'acteurs qui rentrent dans des relations de dissuasion, vous arrivez à un système qui est totalement imprédictible et ingérable, où le risque d'erreur est massif.
Donc pourquoi il y a une politique internationale de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive? Pas parce que c'est un bien public mondial ou parce que c'est quelque chose qui relève d'une théorie morale. Tout simplement, c'est parce que c'est ce qui permet d'assurer le mieux la sécurité de chaque pays individuel. Et par ailleurs, le sujet fondamental de la question du programme d'armes nucléaires iranien, il n'est pas du tout lié à la question israélienne, fondamentalement. Il est lié, et si vous regardez historiquement, à un autre conflit qui est le conflit Iran-Irak, qui est au début de la révolution islamique. Et donc, il faut regarder les choses sous un angle historique complet. Pourquoi est-ce que finalement vous avez un État qui a décidé, à partir du milieu des années 90, d'essayer progressivement de se doter d'un programme clandestin ou de la possibilité d'un programme clandestin militaire? C'est parce que c'est un pays qui était pris dans des relations régionales, locales, et en particulier avec son grand voisin irakien. La guerre Iran-Irak a été une guerre affreuse, désastreuse. Emploi d'armes chimiques, emploi massif de missiles sur des villes iraniennes, risque pesant sur un régime qui par ailleurs avait une histoire récente. Et donc vous avez toute une série de facteurs auxquels on peut rajouter la question évidemment de l'ensemble des équilibres stratégiques dans le Golfe, qui ont fait penser que certains, en tout cas, qu'il pouvait y avoir un intérêt à avoir une sorte d'assurance vie. Ça n'a objectivement pas grand-chose à voir avec votre question. Et donc c'est toutes ces questions-là qu'il faut regarder. Et si aujourd'hui les pays non dotés de l'arme nucléaire ont un intérêt au traité de non-prolifération et à la politique de non-prolifération, ce n'est pas une question d'équité mondiale, hein, c'est une question d'intérêt national, de sécurité bien compris. Bonsoir, merci pour cette séquence. Je suis Raphaël Petrella, je suis fondateur d'une startup qui est incubée à Alix, qui s'intéresse à l'identification et la qualification des signaux faibles liés aux menaces hybrides pour les organisations critiques. Et ma question est la suivante. Est-ce qu'il existe un cadre ou une doctrine formalisée aujourd'hui qui forme un cadre pour que les organisations critiques, qu'elles soient publiques ou privées, soient des lanceurs d'alerte ou des relais envers les pouvoirs publics sur ces mêmes signaux d'alerte? Merci. Deux parties de réponse très simples à votre question. La première chose, c'est que la définition d'une entité critique en France, c'est un concept juridique. Donc il y a des obligations qui y sont associées et une politique qui est associée. Et ça, il se trouve que c'est le SGDSN qui en a la charge. Donc nous, on régule les entités critiques, les infrastructures critiques. Et il y a tout un mécanisme à la fois d'obligation pour ces entités et de remontée d'informations vers nous, vers le SGDSN, qui est l'endroit où on collecte et on assemble et on synthétise l'ensemble des informations qui nous remontent. Donc de la même façon, ça peut être le sabotage d'un câble, une attaque cyber, une manœuvre d'espionnage, une tentative d'intrusion dans une zone réservée d'une infrastructure critique de quelqu'un étranger. Tout ça fait l'objet de rapports qui nous arrivent. Il y a une deuxième partie de la réponse à votre question qui est il y a une directive européenne, un règlement européen plus exactement, qui s'appelle Résilience des entités critiques, REC, qui fait l'objet en ce moment d'un projet de loi de transposition qui est sur la table du Parlement, qui a été adopté au Sénat, mais qui est sur la table de l'Assemblée nationale, qui a un titre 1 qui s'appelle vraiment Résilience des entités critiques, et qui va un peu plus loin dans deux dimensions. Un, en étendant les obligations. Il y a un deuxième titre qui s'appelle NIS 2 sur la partie cyber, qui vise à étendre les obligations de déclaration et de notification un peu plus loin que le périmètre stricto sensu des opérateurs d'infrastructures critiques. Et deuxièmement, qui vise à faire en sorte qu'il y ait vraiment une obligation juridiquement contraignante de notification de tous les incidents, concrètement à nous. Et donc ça fait partie des choses sur lesquelles, quand je disais dans ma deuxième partie sur le deuxième défi, sur la sécurité nationale, d'abord on a besoin que cette loi soit adoptée parce qu'on a besoin d'une base juridique qui nous permette d'aller au bout. Et après on a besoin, c'est plutôt des choses très techniques, de systèmes d'information et d'intégration. Et je serais très intéressé de vos solutions sur l'intégration de l'ensemble de ces informations. Le principe même, je reviens juste d'une seconde à partir de votre question sur quelque chose que je n'ai pas dit. Pourquoi est-ce que finalement, in fine, on a gardé le terme de menace hybride? Parce qu'il y a une chose commune à l'ensemble des menaces que j'ai mentionnées, c'est que la notion d'hybridité recouvre finalement une notion clandestine, une notion
où l'adversaire va vouloir venir faire des choses sur notre territoire national que nous ne comprenons pas nous-mêmes. Et donc de façon subreptice, clandestine, indétectable, non attribuable. C'est ça le point commun entre toutes ces menaces-là. Donc nous, à l'inverse, la première stratégie de défense, c'est la compréhension de ce qui nous arrive. La compréhension de ce qui nous arrive, c'est la collecte d'un certain nombre d'informations qui, prises indépendamment les unes des autres, peuvent nous faire passer à côté complètement d'une manœuvre agressive adverse. Et pour le dire en mauvais français, notre ambition, c'est de connect the dots. C'est d'être capable de connecter une attaque cyber qui peut être de bas étage, de faible sophistication, même pas forcément d'ailleurs sur une infrastructure critique, mais qu'on soit capable de la relier à d'autres aspects qui relèvent du sabotage, de l'espionnage, de la sécurité économique, et de faire le lien entre ces différents éléments pour repérer s'il y a ou non une manœuvre agressive, intentionnelle, planifiée, d'un adversaire quelconque qui vise à peser sur la continuité de la vie de la nation. Et donc ce que vous dites, le point que vous mentionnez, c'est-à-dire cette capacité à comprendre, repose sur une capacité à détecter, à collecter l'information et à la synthétiser pour, in fine, se faire un jugement sur la nature exacte de la menace hybride. Donc c'est un des enjeux importants de ce que je disais en termes d'adaptation de notre dispositif de sécurité nationale à l'évolution des menaces. On part pas de rien, mais on a encore, pour être diplomate et pudique, des progrès à faire. Monsieur le secrétaire général, merci pour votre présentation. Élève officier Nativel. J'avais une question, puisque l'intelligence artificielle, c'est un sujet assez important, et en particulier dans cette école. Et on a pu voir récemment des députés français accusés de relayer des informations générées par intelligence artificielle. Et donc ma question est la suivante. Est-ce que l'instance que vous présidez se donne pour mission de former la classe politique française à ces enjeux d'ingérence? Et si oui, comment? Merci. Merci beaucoup, Yann. Je suis très, très honoré. Si je vous écoute, finalement, à la fin de cette session, j'avais expliqué au Premier ministre qu'on a en fait absorbé la totalité de l'administration française, entre le ministère de l'économie et des finances et désormais finalement la totalité du Parlement. Mais blague mise à part, pour décomposer là aussi votre question, il y a plusieurs éléments. On ne s'est pas doté d'une mission. En fait, il se trouve que le président de la République, au moment du sommet sur l'IA de l'année dernière, a pris une décision qui consiste à créer un institut national de l'évaluation et de la sécurité de l'intelligence artificielle, l'INESIA, dont j'ai la lourde charge d'assurer la présidence et la tutelle, conjointement avec le directeur général des entreprises du ministère de l'économie et des finances. Et la question qu'on se pose, pour être très direct, on est en retard, voilà, tout simplement. Mais donc notre enjeu, c'est de rattraper notre retard. La question, elle est, est-ce qu'on est capable de mesurer, d'évaluer, de tester, et le cas échéant, de trouver les parades, sur les implications que le déploiement opérationnel de systèmes d'IA vont faire peser sur certains types de menaces de sécurité nationale. Il y en a 4. Il y a la question de l'accès ou non facilité aux capacités NRBC, de façon à ce que des acteurs malveillants avec un niveau d'expertise très faible puissent acquérir des capacités de fabrication d'éléments NRBC. 2. La facilitation éventuelle que l'utilisation de certains modèles d'IA peuvent entraîner en termes de sophistication de la menace cyber. Sur la partie cyber, il y a 2 sous-parties. Il y a une partie qui consiste à utiliser des systèmes d'intelligence artificielle pour produire, vous le savez mieux que moi, pour produire du code et détecter des vulnérabilités de façon beaucoup plus sophistiquée et rapide, et donc accélérer finalement le rythme de la menace cyber. Il y a une deuxième partie qui est comment est-ce que dans ces modèles et ces systèmes d'intelligence artificielle qui sont très spécifiques dans leur architecture, on évite dans leur déploiement opérationnel que ça ne crée des surfaces de vulnérabilité beaucoup plus grandes dans le fonctionnement de nos systèmes d'information. Sur le data poisoning, le prompt injection, enfin tous ces grands sujets-là. Donc il y a un grand sujet cyber. Troisièmement, il y a un grand sujet manipulation de l'information. Aujourd'hui, sur la question de la manipulation de l'information, c'est comme dans le cyber, vous avez 2 dimensions. Vous avez une dimension basique. Aujourd'hui, est-ce que Viginum détecte l'utilisation de l'intelligence artificielle générative dans des campagnes de désinformation? Oui, tous les jours. C'est pas simplement ce qu'on voit beaucoup parce que ça excite les médias, la question des deepfakes. Le truc de base, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle pour reproduire de façon massive des contenus textuels qui vont
en mauvais français, évadés, qui vont éviter les systèmes de contrôle des plateformes, des réseaux sociaux, qui, vous le savez, sont paramétrés pour faire en sorte que si vous avez juste du copy-paste pur, exactement à la virgule près, finalement, vous avez des systèmes qui permettent de détecter le fait que c'est un mode d'identification, un mode d'amplification inauthentique de la diffusion sur les réseaux sociaux. Et donc, ce que font les adversaires, c'est qu'ils vont utiliser des modèles d'IA de façon à générer de façon massive un texte qui, à la fin, est fondamentalement le même, mais avec un peu de différence, qui permet d'éviter les effets de modération et de supervision des plateformes, et donc de diffuser massivement de la désinformation. Donc ça, aujourd'hui, c'est déjà le cas. Viginum détecte ça. La deuxième question sur la partie manipulation de l'information, qui est tout aussi intéressante, mais beaucoup plus compliquée, c'est d'arriver à mesurer si, comme vous le savez mieux que moi, les modèles d'intelligence artificielle, ils sont fondés sur l'entraînement des modèles et des systèmes sur des jeux de données massifs. Est-ce que vous arrivez à influencer au moment de l'inférence le résultat que vous donne votre modèle, en particulier des LLM, par rapport à votre prompt, en modifiant structurellement le jeu de données sur lesquels votre modèle est entraîné, de façon progressivement à le faire dériver vers une réponse qui arrange votre manœuvre informationnelle. Aujourd'hui, c'est très compliqué d'évaluer cette menace-là en termes informationnels, mais on travaille dessus. Et ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille. Moi, j'ai passé une semaine à San Francisco la semaine dernière à faire le tour de toutes les grandes compagnies de la tech qui construisent aujourd'hui l'essentiel des modèles pour mesurer ces éléments-là. Et on a beaucoup de travail devant nous. Le quatrième risque, qui est beaucoup plus compliqué, c'est ce que les Américains appellent le risque des frontier models et du loss of control, du désalignement progressif de systèmes agentiques. Et ça, c'est aussi des sujets sur lesquels il faut qu'on travaille. Donc, il y a un très gros travail de recherche et on a besoin de vous, voilà, très simplement. On a besoin de compétences, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin de gens qui vont faire de la science, qui vont faire de l'évaluation scientifique, du test, des modèles d'IA, sur la question spécifique de leur impact sur un certain nombre de menaces de sécurité nationale, de façon à la fois à ce qu'on comprenne mieux l'ensemble des dynamiques de ces modèles dans un environnement d'innovation technologique qui, vous le savez mieux que moi, a atteint une rapidité assez vertigineuse. Et surtout derrière, pour qu'on arrive à trouver les modalités qui, tout en permettant de bénéficier de toute cette innovation technologique qui est en train de révolutionner notre environnement, ne crée pas en même temps des trous béants dans la sécurité nationale ou des vulnérabilités qu'on n'aura pas réussi à traiter d'un point de vue opérationnel dans nos systèmes d'information et dans nos sociétés. Donc c'est un énorme champ qui est devant nous. Je le dis avec humilité, on est en retard. Et donc, on a besoin de vous pour rattraper notre retard. Merci beaucoup pour votre réponse. Je vous propose de prendre une dernière question de la salle avant de conclure cette conférence. Désolé. Élève officier Sarah, j'avais une question au sujet du Pacifique, qui est finalement une région où la France a une position qui est quand même historiquement assez importante, qui est de plus en plus en tension avec la Chine qui essaie de prendre de l'influence, plus récemment en Cook, je crois. Et la question que j'avais, c'est est-ce que du coup, il y a des menaces qui naissent pour les territoires français en Outre-mer là-bas, et que fait la France par rapport à ces menaces, si elles existent ou si on en suppose? Vous avez entièrement raison, vous avez raison de me corriger, et même c'est un terme que je n'ai pas utilisé dans la revue nationale stratégique. On insiste beaucoup à la fois dans l'analyse de la menace et dans les priorités qui sont les nôtres dans la mise en œuvre, dans la troisième partie sur les voies et moyens, sur l'importance des territoires et départements d'outre-mer. En termes de menaces spécifiques, oui, elles sont évidentes. Pour rester dans le domaine informationnel et pour rester dans un domaine qui est public, on a publié des rapports sur le sujet. Vous avez, à la faveur des troubles en Nouvelle-Calédonie, eu un acteur étranger, en l'occurrence l'Azerbaïdjan, qui a déployé une opération d'ingérence numérique étrangère avec toute une série de modalités techniques, d'amplification inauthentique de messages. Ça a d'ailleurs percolé entre le monde numérique et le monde physique, le monde de l'ingérence très classique, un groupe qui s'appelle le Baku Initiative Group. Il y a des rapports, si ça vous intéresse vraiment dans le détail, il y a un rapport de Viginum qui a été publié l'an dernier spécifiquement sur le sujet.
et qui a visé à utiliser le narratif et à instrumentaliser un narratif décolonial, mais dans un objectif de trouble à l'ordre public et d'accroissement des troubles à l'ordre public. Et par ailleurs, depuis, ça s'est assez largement diffusé dans les Outre-mer. Vous avez en termes de sécurité économique un certain nombre de sujets tout à fait spécifiques de protection de nos intérêts économiques dans les Outre-mer. Donc il y a un enjeu d'adaptation à la menace qui est tout à fait spécifique. Qu'est-ce qu'on fait? On fait dans les Outre-mer de façon spécifique un investissement particulier, y compris dans des domaines très régaliens de la sécurité nationale et de la défense. Il y a dans la copie budgétaire qui a été préparée par les armées des éléments supplémentaires qui visent à renforcer les capacités de défense et de protection des Outre-mer en termes militaires et de sécurité nationale. On a des actions très spécifiques de sensibilisation et de vigilance particulière au profit des hauts commissaires de la République et des préfets dans les Outre-mer sur la question spécifique des ingérences numériques étrangères. Donc il y a toute une série de choses qui sont assez bien détaillées et assez précisément dans la troisième partie de la RNS sur les voies et moyens, mais qui font qu'effectivement, et c'est vrai, vous avez entièrement raison, il y a un aspect spécifique indo-pacifique, mais nous, on élargit ça à la totalité des Outre-mer. Vous avez des enjeux spécifiques dans les Antilles, par exemple, qui ne sont pas moins importants, ou en Guyane, hein, qui ne sont pas moins importants que dans les autres Outre-mer. Et effectivement, vous avez un sujet dans l'Indo-Pacifique. Pour finir là-dessus, en décalant un tout petit peu votre question, l'Indo-Pacifique, la France, historiquement, a été un pays qui a beaucoup insisté pour entraîner les Européens dans le développement d'une stratégie Indo-Pacifique, parce que nous avons très tôt considéré que les intérêts de l'Europe se jouaient aussi en Indo-Pacifique. Il se trouve que nous, on est une puissance de l'Indo-Pacifique. Alors, on n'est pas une puissance majeure, mais on a des territoires, des citoyens, des zones économiques exclusives. Par ailleurs, il y a une dimension en termes de sécurité économique, en particulier sur la sécurisation des voies maritimes, qui est tout à fait importante pour la sécurité de l'Europe. Donc, on a très tôt cherché comment dire, à renforcer notre présence. Il y a un sujet sur la question du droit de la mer qui est très important sur le respect du droit de la mer, en particulier dans la région de la première chaîne d'îles. Donc il y a tout un sujet, toute une série de sujets qui sont très importantes en termes de stratégie indo-pacifique de la France. Et sous la présidence française de l'Union européenne en 2022, on a amené progressivement les Européens à se doter d'une stratégie européenne pour l'Indo-Pacifique. Et il y a aujourd'hui un certain nombre d'actions coordonnées des Européens en Indo-Pacifique. On n'aura jamais les mêmes capacités que les Américains et jamais d'avoir la même volonté de déploiement, mais vous avez des exercices militaires qui sont faits par la marine française. Vous avez des exercices de déploiement stratégique et de signalement stratégique des forces armées, des forces aériennes françaises dans l'ensemble de l'Indo-Pacifique jusque vraiment au cœur du Pacifique. Donc il y a toute une série d'actions qui sont conduites par le ministère des Armées, par le ministère de l'Intérieur, globalement par l'ensemble de l'interministériel, qui vise vraiment spécifiquement la défense et la sécurité nationale des Outre-mer. Donc oui, c'est un vrai sujet de priorité pour nous, et je ne l'avais pas mentionné et c'est une erreur. Mais dans la RNS, il y a dans les trois parties des éléments très spécifiques sur la question des Outre-mer. Monsieur le secrétaire général, merci beaucoup pour votre présence ici ce soir et pour toutes les réponses très justes que vous avez su trouver à toutes nos questions. Merci beaucoup à vous. Et bonne chance et bon courage pour la suite. On aura vraiment besoin de vous dans les années à venir. C'est bon.